À l'été 1815, la bataille acharnée de Waterloo faisait rage. Ce serait le conflit qui mettrait enfin un terme aux guerres intermittentes entre la France et les autres puissances européennes et qui annoncerait la chute de Napoléon Bonaparte. Mais cet affrontement sanglant serait coûteux, Napoléon subissant jusqu'à 26 000 pertes, tandis que les forces européennes en comptaient environ 24 000. Elle est considérée comme la deuxième bataille la plus sanglante en une seule journée des guerres napoléoniennes. Bienvenue dans Guerre du Monde. Les années précédant la bataille de Waterloo furent désastreuses pour le chef français Napoléon Bonaparte. À l'été 1812, la France a envahi la Russie dans le cadre du désir de Napoléon Bonaparte de forcer le pays à cesser de commercer avec la Grande-Bretagne. 6 ans plus tôt, il avait mis en place le système continental qui était conçu pour nuire économiquement à la Grande-Bretagne et établir la France comme une puissance industrielle et commerciale dominante. Mais la Russie n'avait aucun intérêt à participer au blocus, et Napoléon Bonaparte espérait forcer le pays à rejoindre la France. Cependant, Napoléon a grandement sous-estimé la Russie, qui a adopté la stratégie fabienne, une stratégie militaire où l'on évite l'affrontement direct afin d'user l'adversaire. En utilisant des moyens indirects, comme perturber les approvisionnements, affecter leur morale, et en mettant en œuvre des tactiques de harcèlement, de courtes attaques surprises, où l'assaillant s'enfuit avant que la cible ne puisse riposter. Les Russes ont cherché à éviter une bataille décisive avec les Français, et bien que les hommes de Napoléon aient réussi à capturer la capitale, Moscou, ils n'ont pas pu la conserver, car ils n'étaient pas suffisamment préparés pour l'hiver long et rigoureux, et ils ont finalement dû battre en retraite. Une invasion catastrophique et ratée a entraîné la mort de plus de 300 000 soldats français et a blessé environ 200 000 autres soldats français. L'année suivante, en 1813, Napoléon fut vaincu par une coalition de forces européennes comprenant la Russie, la Prusse, l'Autriche et la Suède lors de la bataille de Leipzig. Comme lors de l'invasion de la Russie, les Français ont subi d'énormes pertes pendant la bataille, les obligeant à battre en retraite le 18 octobre, après que les troupes de la coalition les aient encerclés. La situation ne fit qu'empirer pour les Français lorsque, pendant leur retraite, un ordre mal exécuté de détruire un pont sur la rivière Elster entraîna la mort de milliers de soldats et la capture de 30 000 autres. Les Français ont subi environ 38 000 pertes au cours de ce combat. Napoléon s'enfuit ensuite en France, mais les forces de la coalition le poursuivirent jusqu'à sa capture à Paris en mars 1814. Le 6 avril, il fut contraint d'abdiquer le trône et le traité de Fontainebleau fut signé peu de temps après. L'accord, signé le 11 avril, fut conclu entre Napoléon et les représentants de la Russie, de la Prusse et de l'Autriche, mettant fin au règne de Napoléon ainsi qu'à une grande partie des conflits en Europe et exilant le dirigeant français à l'île d'Elbe. Cependant, Napoléon ne resta pas longtemps en exil. Le 26 février 1815, moins d'un an plus tard, il s'échappa de l'île et se rendit en France, accompagné de plus de 1000 partisans. Après son retour à Paris, il fut accueilli par des partisans en liesse. En apprenant sa fuite, les représentants du Congrès de Vienne le déclarèrent hors la loi, et dans les jours qui suivirent, divers pays européens, dont la Grande-Bretagne, la Russie et l'Autriche, commencèrent à mobiliser leurs unités militaires en vue de la guerre. En juin, Napoléon avait rassemblé une armée de 300 000 hommes et réparti l'armée en 3, bien qu'environ 72 000 seulement participeraient à la bataille de Waterloo. L'aile gauche était commandée par le maréchal Michel Ney, tandis que l'aile droite était commandée par le maréchal Emmanuel de Grouchy. Dans les jours qui suivirent, Napoléon traversa la Belgique, submergeant les avant-postes de la coalition et consolidant sa position. Entre les armées de Gebhard von Blücher, le commandant de l'armée prussienne, et Arthur Wellesley, le duc de Wellington, et le commandant de l'armée anglo-alliée. Napoléon chercha à affronter ces armées séparément, en les empêchant de se rejoindre.
Il avait plus confiance en sa capacité à les affronter une par une plutôt qu'ensemble, car il était largement en infériorité numérique. Aux premières heures du 16 juin, Wellesley reçut l'information que Napoléon se trouvait dans la ville de Charleroi et ordonna à ses hommes de se concentrer sur un hameau nommé Quatre-Bras. Une position que le prince d'Orange, qui devint plus tard roi des Pays-Bas, tenait aux côtés du prince Karl Bernard de Saxe-Weimar-Eisenach, qui était également colonel. Les troupes ont réussi à tenir le carrefour de Quatre-Bras, en partie grâce au soutien de l'une des divisions néerlandaises, dont le chef a désobéi à un ordre de Wellesley qu'il aurait envoyé, lui et ses hommes, dans la ville de Nivelles. Le petit groupe de troupes opérant sous le commandement du prince d'Orange a d'abord réussi à repousser l'assaut de l'aile gauche de l'armée française. Mais comme ces derniers étaient plus nombreux, les hommes du maréchal Ney ont finalement réussi à repousser les troupes adverses. Le conflit qui s'ensuivit est aujourd'hui connu sous le nom de bataille des Quatre-Bras et a finalement conduit à une victoire anglo-alliée après l'arrivée de Wellesley et de ses hommes sur les lieux qui ont aidé à repousser les Français. Plus tard, ce même jour, Napoléon a participé à la bataille de Ligny, au cours de laquelle ses hommes ont affronté des soldats prussiens commandés par Blücher. En utilisant à la fois l'aile droite de l'armée française et une partie de la réserve, Napoléon a frappé les troupes russes avec une main de fer. Les forces prussiennes ont commencé à s'effondrer sous le poids de l'assaut, le centre cédant en premier, bien que les flancs aient tenu bon. Lentement mais sûrement, les Prussiens ont commencé à se retirer du champ de bataille, bien que leurs unités d'arrière-garde aient tenu leur position jusqu'à minuit et le lendemain matin. Leur retraite du champ de bataille a été largement ignorée par les Français en raison de la mauvaise communication entre les forces françaises. À la suite de l'effondrement des forces prussiennes et de leur retraite, les unités anglo-alliées sous le commandement de Wellesley se sont repliées vers le nord. Dans l'après-midi du 17, Napoléon est arrivé à Quatre-Bras pour découvrir que les forces adverses s'étaient déjà retirées. Les Français ont ensuite poursuivi Wellesley et ses hommes, le chassant jusqu'à Waterloo, bien qu'ils aient été ralentis par de mauvaises conditions météorologiques et la boue. Les 33 000 Prussiens, quant à eux, se sont échappés vers la ville de Wavre. Napoléon avait ordonné à Grouchy, le commandant de son aile droite, de les poursuivre. Mais en raison d'un départ tardif et du fait qu'il n'était pas clair où les Prussiens étaient partis, Grouchy et ses hommes n'ont pas pu les intercepter et ont été repoussés par certains Prussiens qui ont utilisé la rivière d'Isle pour attaquer et retarder les Français. Ce soir-là, l'armée anglo-alliée était stationnée à Waterloo et Napoléon était toujours sur leurs traces. Les Prussiens, quant à eux, restaient à Wavre. Leur chef, Blücher, assura Wellesley que lui et ses hommes soutiendraient les troupes anglo-alliées, ce qui amena Wellesley à décider de livrer bataille aux Français. Un soldat du 2e bataillon léger de la Légion allemande du Roi, le lieutenant Emmanuel Biedermann, se souvient, je cite, « Il ne faisait aucun doute qu'une bataille décisive aurait lieu le lendemain, et la plupart des hommes étaient probablement plongés dans de profondes réflexions pendant la nuit. Cela pouvait très bien être, et fut en effet, la dernière nuit pour beaucoup d'entre nous. Je me suis retrouvé face à la question, reverras-tu ta patrie et tes proches? Ou bien ta vie agitée sera-t-elle abrégée par l'épée d'un ennemi ?» L'armée française comptait environ 72 000 hommes. Bien que Napoléon ait été connu pour avoir constitué son armée en instaurant le service militaire obligatoire pendant son règne, il choisit de ne pas le faire lorsqu'il forma sa milice après son exil. La plupart de ses soldats étaient des vétérans expérimentés dont la loyauté envers lui était d'une importance capitale. Cependant, beaucoup de ses troupes ne faisaient pas confiance aux chefs d'unité, en partie parce qu'ils étaient inexpérimentés, surtout lorsqu'il s'agissait de travailler avec d'autres unités. Les conditions au sein de l'armée française étaient généralement mauvaises. Il y avait peu de nourriture disponible et la plupart de leur temps était consacré à se déplacer par mauvais temps pour atteindre leur prochaine destination. En plus de cela, ils étaient souvent obligés de dormir à la belle étoile, même dans de telles conditions météorologiques difficiles. La nuit précédant la bataille, ils ont été exposés à des orages et des éclairs, ce qui effrayait fréquemment leurs chevaux. Wellesley, quant à lui, commandait environ 68 000 soldats, composés de Britanniques, d'Allemands, de Néerlandais et de Belges. Il se souviendra plus tard qu'il avait, je cite, « une armée tristement célèbre, très faible et mal équipée, et un état-major très inexpérimenté ». Fin de citation. Dans l'ensemble, de nombreux soldats de l'armée anglo-alliée étaient inexpérimentés, tandis que d'autres avaient autrefois fait partie de l'armée française ou avaient servi dans des armées alliées à Napoléon. Henri Paget, le comte d'Uxbridge, commandait les unités de cavalerie lourde de Wellesley, stationnées aux côtés d'eux.
17 000 soldats dans la ville de Halle, à 13 km à l'ouest de Waterloo. Ces troupes étaient commandées par le prince Frédéric des Pays-Bas. Les forces anglo-alliées ont également eu des difficultés en ce qui concerne les approvisionnements en nourriture. Un soldat notant que, le matin du 10 de Du, je cite, « Une demi-tasse de café sans sucre et un morceau de pain, c'est tout ce que j'ai eu pour le petit déjeuner. » Fin de citation. Les Prussiens, de leur côté, étaient également en pleine réorganisation, avec des groupes de volontaires et des régiments de milices intégrés dans l'armée, bien que là encore, il y avait des problèmes avec des troupes mal équipées et non entraînées. Cela, ajouté à un manque d'équipement général, était cependant contrebalancé par des chefs de grande qualité et des membres d'état-major compétents. Environ 48 000 Prussiens ont participé à la bataille de Waterloo. Wellesley a noté qu'autour de 10 heures du matin, le 18 juin, Napoléon a ordonné à ses hommes d'attaquer le poste avancé anglo-allié à Hougoumont, un complexe dans la commune de Braine-l'Alleud, près de Waterloo, en Belgique. Cependant, d'autres sources indiquent qu'il n'a donné l'ordre d'attaquer qu'à 11h30 ou à midi, car il avait laissé le temps au sol détrempé de sécher, ce qui permettrait à ses hommes de traverser plus facilement, ainsi que de déplacer leur équipement. Pendant ce temps, Blücher a commencé à déplacer ses hommes vers Waterloo pour rejoindre les Britanniques et les forces alliées dans leur combat. Le complexe de Hougoumont était défendu par 4 compagnies légères de garde à pied britanniques, tandis que des troupes de la Légion germanique du roi, ou KGL, protégeaient les bois environnants. La première attaque sur cette dernière zone fut rapidement repoussée par un tir d'artillerie intense des Britanniques, ce qui entraîna la mort du général français Pierre-François Baudouin qui commandait la brigade. Une seconde attaque des Français, comprenant des soldats de l'unité de Baudouin, commença rapidement, et alors que les Britanniques s'engageaient dans des combats contre l'artillerie française, les fantassins réussirent à franchir la porte nord du complexe, la brisant à coups de hache avant de s'engouffrer dans la cour. Les troupes britanniques arrivèrent bientôt pour soutenir la défense, engageant un combat rapproché avec les Français et finissant par refermer la porte du complexe. Les soldats français qui restèrent après ce moment furent massacrés par les forces anglo-alliées. Tout au long de l'après-midi, Hougoumont fut la cible d'assauts français. Dans l'après-midi, Napoléon ordonna de bombarder le bâtiment afin d'y mettre le feu, ce qui provoqua de grandes destructions. Les troupes britanniques et allemandes s'efforcèrent de défendre le chemin creux menant au nord du complexe, repoussant les attaques françaises et tenant leur position. Les historiens ont suggéré que le principal objectif de l'attaque à Hougoumont avait été conçu par Napoléon pour pousser Wellesley à utiliser ses réserves. Cependant, ce furent les Français qui furent contraints d'engager leurs réserves en premier. Il a également été avancé que les deux chefs considéraient le complexe comme important, puisque Wellesley et Napoléon ont tous deux consacré du temps et des ressources à sa défense et à son attaque respectivement. Wellesley a consacré 12 000 soldats à sa défense, y compris des unités d'artillerie, tandis que Napoléon en a consacré 4 000 à son assaut. Vers 1h15 de l'après-midi, Napoléon a aperçu des premiers mouvements des Prussiens près du village de Lannes, à environ 6 à 8 km, soit 3 heures de marche, du flanc droit français. Il a ensuite ordonné à l'un de ses hommes de transmettre un message à Grouchy, à qui il a ordonné de venir sur le champ de bataille pour attaquer les Prussiens. À ce moment-là, cependant, Grouchy était déjà trop loin, car il exécutait les ordres précédents de Napoléon en poursuivant les Prussiens vers Wavre. Et la lettre ne lui est parvenue qu'à 20 h ce jour-là. Au cours de cette même journée, Grouchy s'est engagé dans la bataille de Wavre, un conflit qui opposait les Français aux Prussiens et qui allait durer jusqu'au 19. Ce combat fut la dernière grande action militaire de la campagne des 100 jours de Napoléon et des guerres napoléoniennes dans leur ensemble, et il a empêché plus de 30 000 soldats français de rejoindre Waterloo et de participer à la bataille. Bien que les Français aient finalement remporté la bataille de Wavre, ils avaient peu de raisons de célébrer, car au moment de leur victoire, Napoléon avait déjà été vaincu à Waterloo. À peu près au même moment où Napoléon a pris connaissance des mouvements des Prussiens, l'unité française appelée le Premier Corps a commencé à se diriger en grande colonne vers le poste avancé de l'armée anglo-alliée à La Haye-Sainte, une formation militaire composée de troupes avançant ensemble en une ou plusieurs files, où ces files étaient plus longues que larges. Ces divisions étaient menées par nez en formation diagonale, chaque colonne étant composée d'environ 160 à 200 files. La division la plus à gauche avança vers l'enceinte de la ferme fortifiée au bas d'un escarpement que Wellesley avait sécurisé avant la bataille. Ce bâtiment était considéré comme d'une importance stratégique capitale, mais Napoléon n'envoya pas assez d'hommes pour assurer la victoire,
et Wellesley ne se rendit compte de son importance que bien plus tard dans la bataille. Avant que des colonnes n'avancent, la grande batterie d'artillerie lourde française ouvrit le feu. Les soldats de la Légion allemande du roi rencontrèrent les Français à l'avant, et les deux camps s'engagèrent dans la bataille, tandis que d'autres unités françaises commencèrent à se déployer autour du complexe, l'isolant en l'encerclant. Bien que les Français soient plus nombreux que les 400 soldats de la Légion allemande du roi présents, ces derniers réussirent habilement à repousser leurs adversaires, les empêchant même d'escalader les murs. Le prince d'Orange découvrit bientôt que le complexe avait été isolé et envoya par la suite le bataillon de Lunebourg-Hanovrien pour leur venir en aide. Mais celui-ci fut attaqué par une unité de cavalerie armée qui se dirigea ensuite pour prêter main forte. Le commandant du premier corps, Jean-Baptiste Drouot, se trouvait au-delà du complexe, presque au sommet de la crête. À 1h30 de l'après-midi, Drouot, accompagné de 3 de ses divisions, qui comptaient environ 14 000 hommes, se dirigea vers l'aile gauche de Wellesley, faisant face à environ 6 000 soldats anglo-alliés. La première ligne était composée de la première brigade et de la deuxième division néerlandaise, encadrées de chaque côté par une brigade britannique, tandis que la seconde ligne était formée de troupes britanniques et hanovriennes commandées par Thomas Picton. Beaucoup de ces unités avaient souffert après la bataille de Quatre-Bras et toutes avaient pris position en étant allongées à couvert derrière la crête. Mais elles reçurent bientôt l'ordre de se lever et de riposter. Une brèche apparut rapidement au sein de la première brigade et l'absence de réserve signifiait qu'elle ne pouvait pas être comblée. Certains hommes de Drouot avancèrent, se frayant un chemin dans le chemin creux qui passait derrière l'enceinte. D'autres, cependant, furent repoussés par les unités anglo-alliées. Lorsqu'ils atteignirent le chemin creux, les troupes des régiments en embuscade se levèrent, formèrent une ligne de 4 rangs et ouvrirent le feu. Les Français, pensant qu'une fusillade allait probablement éclater, s'étaient disposés en formation linéaire et ripostèrent avec succès. Mais bientôt, la ligne devant la droite de Drouot commença à plier. Thomas Picton fut tué peu après avoir ordonné une contre-attaque, et les troupes anglo-alliées commencèrent à céder. Bien que les Britanniques aient avancé, ils choisirent de ne pas charger à la dernière minute et continuèrent à tirer sur les troupes françaises, mais ils furent ensuite repoussés. À 14 heures, il semblait que Napoléon était en train de gagner, les Français repoussant avec succès les assauts anglo-alliés et la ligne britannique se désintégrant sous leurs yeux. L'officier de liaison prussien attaché à l'armée de Wellesley rapporta, je cite, « Après 3 heures, la situation du duc devint critique, à moins que le secours de l'armée prussienne n'arrive rapidement. » Fin de citation. Afin de tenter de soulager une partie des troupes, Henri Paget, responsable des unités de cavalerie lourde, ordonna la charge des 2 brigades. Les cavaliers n'étaient pas seulement connus pour posséder certains des meilleurs chevaux d'Europe, mais ils étaient aussi bien entraînés pour combattre à cheval. Cela dit, ils étaient moins expérimentés et moins agiles lorsqu'il s'agissait de se déplacer en formation, comme l'a observé Wellesley, je cite, « Je considérais qu'un escadron valait 2 escadrons français. Je n'aimais pas voir 4 escadrons britanniques opposés à 4 escadrons français, et à mesure que le nombre augmentait, un ordre bien sûr devenait plus nécessaire. J'étais d'autant plus réticent à risquer nos hommes sans avoir une supériorité numérique. » Fin de citation. Paget mena ses 2000 hommes au combat. Plus tard, les historiens ont noté qu'ils s'attendaient probablement à ce que les Britanniques soient soutenus par diverses autres unités. Il a également été rapporté qu'il a déclaré « J'ai commis une grande erreur concernant sa décision de mener ses hommes en avant. Plutôt que d'organiser les réserves, qui aurait pu intervenir en soutien par la suite ?» Les unités de cavalerie armée française sur le flanc gauche de Drouot avaient auparavant été dispersées, et les Britanniques ont continué leur avancée, tuant et mutilant ceux qui se trouvaient sur leur chemin. L'écrivain écossais Sir Walter Scott a décrit les actions de Sir John Ely, colonel du 1er régiment des Life Guards, qui a participé à cette bataille dans son livre « Les lettres de Paul à sa famille ». Citation. Sir John Ely, qui a mené la charge de la brigade lourde, s'est retrouvé à un moment entouré par plusieurs cuirassiers. Mais étant un homme grand et d'une force peu commune, parfaitement maître de son épée et de son cheval, il s'est frayé un chemin, laissant plusieurs de ses assaillants à terre, marqués de blessures, témoignant de la force inhabituelle du bras qui les avait infligés. Fin de citation. La Housel Brigade, qui comprenait l'unité d'Ely, balaya ensuite une unité française dirigée par le général Pierre Houlard, et lorsqu'ils atteignirent le bas de la colline, ils découvrirent une brigade dirigée par le français Nicolas Schmitz, dont les hommes s'étaient formés en carré.
Au cours des heures suivantes, les unités britanniques allaient se frayer un passage à travers les soldats français. L'Union Brigade traversa les lignes d'infanterie, tandis que les Royal Dragoons finirent par remporter un combat contre la brigade de Charles-François Bourgeois et capturèrent l'Aigle. L'étendard, un cadeau de Napoléon à chaque régiment, dont près d'une centaine furent remis, provenant du 105e linéaire. De même, les Scott Grey capturèrent l'Aigle appartenant au 45e linéaire après l'avoir submergé, tandis que les Inniskillings détruisirent encore une autre division française. Dans le chaos, les chefs peinaient à maîtriser leurs troupes, ce qui amena les Scott Grey et l'Union Brigade à s'aventurer vers les lignes principales françaises. Les Grey continuèrent à massacrer de nombreux servants d'artillerie français, mettant ainsi hors d'état de nuire de nombreux canons français, tandis que Napoléon ordonna une contre-attaque en envoyant d'autres unités de cavalerie armée. La cavalerie lourde britannique fut prise par surprise lorsque ses troupes françaises les chargèrent. Avec le commandant de l'Union Brigade, le major général Sir William Ponsonby fut attaqué et capturé alors qu'il tentait de rallier ses hommes. Un groupe de Scott Grey remarqua l'incident à proximité et tenta de secourir le chef, mais Ponsonby fut tué. Les Français utilisèrent sa lance pour tuer 3 des Grey qui avaient tenté de lui porter secours. La mort de Ponsonby marqua un autre tournant dans la bataille, un moment où l'avantage revint aux Français. Alors que la brigade de l'Union était repoussée hors de la vallée, les Français furent de nouveau repoussés à cause d'une contre-charge des forces britanniques, belges et néerlandaises. La cavalerie lourde britannique subit de lourdes pertes lors des combats autour de la Haie-Sainte. Notamment, les unités qui avaient gardé leur formation avaient subi beaucoup moins de pertes que celles qui s'étaient perdues dans le chaos, les First Life Guard et les Royal Horse Guard ayant réussi à quitter les combats relativement indemnes. Plus de 1200 hommes et 1300 chevaux furent perdus pendant cette période. Sur les 14 000 soldats français impliqués dans l'assaut, environ 3 000 pertes furent enregistrées. Juste avant, 16 heures. Le maréchal Michel-Ney pensa qu'il assistait à la retraite des Britanniques depuis le centre de Wellesley. Cherchant à exploiter ce qu'il prenait à tort pour une retraite générale, il tenta de percer le centre de Wellesley uniquement avec de la cavalerie. À ce moment-là, il ne lui restait plus beaucoup de réserves, mais il était néanmoins déterminé. Notamment, vers 15 heures, il reçut l'ordre de s'emparer de la Haie-Sainte, mais il échoua à le faire, étant préoccupé par les formations de Wellesley. Finalement, il rassembla un peu moins de 5000 hommes, y compris un corps de cavalerie de réserve et une unité de cavalerie légère de la garde impériale. Mais ils furent finalement repoussés par les unités anglo-alliées de Wellesley. 2 corps de cavalerie lourde rejoignirent bientôt la mission de Ney, portant le nombre total à 9000 hommes. Et l'armée de Wellesley répondit en formant des carrés d'environ 4 rangs de profondeur. Les carrés d'infanterie étaient mortels pour la cavalerie, car le mur de baïonnettes empêchait les cavaliers d'engager le combat avec les soldats, et les chevaux refusaient de les charger directement. De même, ils ne pouvaient pas être débordés, et ceux qui défiaient les formations en carré d'infanterie étaient vulnérables aux attaques. Wellesley a conseillé à ses artilleurs à cheval de se mettre à l'abri à l'intérieur des carrés lorsque la cavalerie approchait, puis de retourner à leurs canons lorsqu'ils se retiraient, bien qu'au moins un officier ait désobéi à cette consigne. Le général Alexandre Mercer de la Royal Horse Artillery a choisi de garder les armes de son unité en action tout au long de l'engagement, se souvenant plus tard, je cite, « Je les ai donc laissés avancer sans être inquiétés jusqu'à ce que la tête de la colonne soit à environ 50 ou 60 mètres de nous, puis j'ai donné l'ordre de tirer. » L'effet fut terrible. Presque tout le premier rang tomba d'un coup, et les boulets traversant la colonne semèrent la confusion sur toute sa longueur. Chaque décharge de canon était suivie d'une chute d'hommes et de chevaux, comme l'herbe fauchée par la faux du moissonneur. Fin de citation. Bien que de telles formations soient vulnérables aux attaques d'artillerie, la cavalerie française ne semblait pas bien coopérer avec ses artilleurs, et ainsi ces artilleurs n'ont pas pu s'approcher en nombre suffisant pour infliger des dégâts importants. Bien que des pertes dues au feu de l'artillerie aient eu lieu, les artilleurs étaient trop éloignés et causaient souvent des dégâts de manière indirecte à cause de cette distance. Les attaques de la cavalerie continuaient d'être repoussées par les formations inébranlables, le feu de l'artillerie et les contre-charges menées par plusieurs brigades de cavalerie lourde. Les Français finirent par se rendre compte qu'ils obtenaient très peu de résultats, mais à un coût très élevé, et décidèrent donc qu'il leur fallait un nouveau plan s'ils voulaient tenter une véritable attaque contre la crête du Mont-Saint-Jean. Ney commença alors à organiser une attaque interarmes en utilisant différentes unités,
y compris un régiment du 2e corps, ainsi que des troupes de cavalerie qui n'avaient pas été blessées lors de la confrontation précédente. Peu de temps après le début de l'assaut, les troupes françaises virent la House Hall Brigade fondre sur elles, avec Pagé en tête. Cependant, les Britanniques ne purent pas percer et finirent par se replier. Pagé revint peu de temps après, cette fois accompagné de 3 escadrons de la KGL. Bien qu'ils aient réussi à percer les défenses françaises, l'attaque se termina en désastre lorsque les forces anglo-alliées furent acculées et isolées les unes des autres avant de subir de lourdes pertes. Pendant ce temps, plusieurs unités françaises subirent de lourds tirs d'artillerie et finirent par battre en retraite. À 17h30, Napoléon ordonna une nouvelle fois à Ney de sécuriser le complexe de La Haye-Sainte-Marie. Accompagné d'unités du 1er corps, Ney relança l'attaque contre le bâtiment et cette fois, les Français réussirent, en grande partie parce que les défenseurs de la KGL étaient à court de munitions. La cavalerie, l'artillerie et les tirailleurs furent ensuite envoyés au centre de Wellesley, tandis que des tirs de mitraille furent utilisés pour venir rapidement à bout des carrés d'infanterie. 2 régiments britanniques, le 30e et le 73e régiment, subirent de telles pertes qu'ils furent obligés de se regrouper pour former un seul carré efficace. La situation des forces anglo-alliées commençait à paraître sombre. Le prince d'Orange ordonna bientôt qu'une seule unité de la Légion allemande du roi reprenne le complexe, et bien qu'ils fussent conscients de la présence ennemie et du danger qu'elle représentait, le colonel du groupe les mena néanmoins au combat, repoussant les tirailleurs français jusqu'à ce que le colonel soit tué et que son bataillon soit détruit. Une autre brigade, cette fois néerlandaise, tenta de reprendre le bâtiment, mais elle fut prise pour cible et ensuite détruite. Bien qu'à ce moment-là, les Français aient subi de lourdes pertes, ils s'en sortaient bien mieux que les Anglo-alliés, qui restaient toujours dans leur carré d'infanterie. Les Français commencèrent bientôt à amener davantage de pièces d'artillerie et tirèrent sur un carré à courte portée, provoquant d'énormes pertes. Les Nassoviens tentèrent ensuite d'attaquer l'artillerie et son équipage, mais furent abattus par un groupe de cavalerie armée. Une batterie militaire, déployée sur le flanc d'une autre batterie appartenant au général Mercer, détruisit non seulement les chevaux anglo-alliés, mais aussi les avant-trains, repoussant finalement Mercer et ses hommes. Il se souviendra plus tard, je cite, « La rapidité et la précision de ce tir étaient vraiment effrayantes. Chaque tir faisait presque mouche, et je m'attendais vraiment à ce que nous soyons tous anéantis. Les fontes de sel ont dans de nombreux cas été arrachées du dos des chevaux. J'ai vu un obus exploser sous les 2 plus beaux chevaux de roue de la troupe. Ils se sont effondrés. » Fin de citation. Une unité, le 27e régiment d'infanterie Inniskilling, est restée en formation et on découvrira plus tard qu'elle avait perdu les 2 tiers de ses effectifs en 3 à 4 heures. Au cours de cette phase particulièrement éprouvante de la bataille, plusieurs des hommes les plus remarquables et les plus proches de Wellesley furent tués ou blessés, dont George Cooke, Charles Augustus von Halten et Fitzroy Somerset, tous décorés et occupant des postes de haut rang dans l'armée. En écrivant à propos de cette période, Wellesley se souvint, je cite, « Le temps qu'ils ont mis à s'approcher m'a semblé interminable. Eux, comme ma montre, semblaient s'être arrêtés net. » Fin de citation. Pendant ce temps, le 4e corps prussien de Friedrich von Bülow se dirigeait vers la ville de Plantenoir, ce qui leur permettrait d'attaquer les positions françaises à l'arrière, tandis que Blücher avait l'intention de se diriger vers le château de Frischemont. C'était quelque chose qu'il avait convenu avec Wellesley de faire si le centre de Wellesley était attaqué. La 15e brigade prussienne fut alors envoyée sur le flanc gauche du duc de Wellington, dans la région de Frischemont-La Haye, où elle devait rejoindre les Nassoviens. Ils apporteraient leur propre batterie d'artillerie à cheval, ainsi que d'autres pièces d'artillerie qui leur apporteraient un soutien. Dans une tentative de repousser les Prussiens, Napoléon envoya certains de ses hommes pour empêcher le 4e corps d'atteindre Plantenoir. Cependant, la 15e brigade a réussi à lancer une charge et à repousser ses troupes de Frischemont. Ils ont poursuivi leur chemin et ont utilisé le feu d'artillerie pour les aider à déloger les troupes françaises, atteignant finalement Plantenoir. En conséquence, les troupes françaises dans la ville ont commencé à battre en retraite, et bien qu'elles aient été aidées par 8 bataillons de la Jeune Garde, les Français n'ont pas pu résister aux Prussiens après plusieurs contre-attaques violentes, ce qui les a finalement chassés de la ville. Cependant, quelque temps plus tard, 2 autres bataillons furent envoyés par Napoléon qui parvint à reprendre la ville. Pendant ce temps, Hans Ernst Karl dirigeait le 1er corps prussien, arrivant juste au nord de là dans l'après-midi du 2 juillet.
Il était préoccupé par les pertes qui avaient touché non seulement les unités de Nassau, mais aussi la 15e brigade prussienne, toutes deux situées sur la gauche de Wellesley, et qui semblaient se replier, et il déplaça donc ses hommes vers le gros des forces prussiennes, près de Plantenoir. Il avait reçu l'ordre de soutenir Bülow et prévoyait de faire exactement cela. Mais le représentant prussien auprès de Wellesley, le général Muffling, suggéra à Karl et à ses hommes de soutenir le flanc gauche de Wellesley. Cela amena le premier corps prussien à soutenir les Anglo-alliés en déplaçant la cavalerie de la gauche vers le centre, qui commençait à s'effondrer. Il paraît que l'apparition du premier corps fut un coup dur pour le moral des Français, qui s'attendaient pleinement à ce que le maréchal Grouchy apparaisse à Waterloo après le conflit de Wavre. Les combats entre le premier corps et les Français ont finalement amené les troupes françaises à adopter une formation en fer à cheval. Le chef de la 4e division française, Pierre Duroc, n'a pas réussi à s'opposer au 24e régiment prussien, ce qui a permis à ce dernier de reprendre à la fois La Haye et Papelotte. Le 24e régiment tenta bientôt d'attaquer la nouvelle position française derrière Soissons. Et bien que son assaut ait été repoussé, le groupe revint plus tard à l'attaque avec le soutien de tireurs et de membres de la Landwehr. De même, les Français se replièrent avant de contre-attaquer avec une vigueur renouvelée, tentant de reprendre Soissons tout en s'accrochant au dernier bâtiment de Papelotte. Mais finalement, leurs tentatives furent vaines. Les Prussiens se sont alors joints à un bataillon de Highlanders, ainsi qu'au 13e régiment de Landwehr, pour déloger les Français des positions qu'ils occupaient avant de finalement les chasser de Frischemont. La division de Duroc s'est enfuie du champ de bataille pour éviter d'affronter la réserve de cavalerie du premier corps prussien, tout comme le premier corps français. Napoléon décida d'engager sa dernière réserve, l'infanterie de la garde impériale, après avoir constaté les difficultés que Wellesley rencontrait sur le champ de bataille. L'unité avait pour mission de percer le centre de Wellesley, et le groupe s'est mis en marche à 19h30. Le conflit qui s'ensuivit fut long et sanglant. L'artillerie française tira sur la ligne anglo-alliée, infligeant de lourdes pertes à la brigade de Colin Halkett et repoussant certaines de ses unités en désordre sur d'autres unités. Colin Halkett, lui-même, fut atteint au visage par un tir, ce qui força une retraite, tandis que le prince d'Orange, à la tête de la 2e ligne anglo-alliée, fut repoussé et grièvement blessé. Le commandant de division néerlandais, David Hendrik Chasseur, décida d'agir de sa propre initiative, ordonnant à son artillerie d'avancer et de tirer sur le flanc des 1er et 3e grenadiers. Comme cela ne ralentissait pas les Français, il ordonna alors à ses hommes de charger les Français en infériorité numérique, forçant les grenadiers à se disperser. Le 4e grenadier, subissant de lourdes pertes, commença à battre en retraite. Pendant ce temps, des membres des 1er et 2e, 3e chasseurs gravirent la crête qu'ils pensaient abandonner et avancèrent, seulement pour que les Britanniques sortent de leur position et ouvrent le feu, causant immédiatement 300 pertes. Cependant, cette victoire britannique fut de courte durée, car le 4e bataillon de chasseurs gravit la crête pour aider les autres troupes, et les Britanniques remontèrent ensuite précipitamment la pente. Les tirailleurs britanniques ont tiré sur leur flanc gauche, mais ils furent bientôt remplacés par le 52e régiment d'infanterie légère, qui attaqua les Français avec vigueur, férocement. Le feu de riposte laissa 150 hommes, tués ou blessés, mais l'unité avança, chargeant sans être découragés, ce qui leur permit de remporter la victoire sur les chasseurs. Alors que les derniers membres de la garde impériale commençaient à battre en retraite, la panique se répandit parmi les troupes françaises, qui pensaient désormais que chacun devait sauver sa peau. Wellesley donna alors le signal à ses hommes d'avancer, et les lignes anglo-alliées commencèrent à leur barrer la route alors qu'ils entamaient leur retraite. Bien que les membres restants de la garde impériale aient été invités à se rendre, ils refusèrent. Pendant ce temps, les Prussiens avaient sécurisé le village de Plantenoir, et il devint vite évident que les Français faiblissaient. Bien que Napoléon ait autrefois été entouré par 2 bataillons de la vieille garde, le massacre des troupes françaises en retraite par les Anglo-alliés poussa ses hommes de confiance à le convaincre de partir, car la bataille était terminée. Bien que certaines troupes soient restées en formation carrée, une grande partie des armes, de l'artillerie et des munitions étaient tombées entre les mains des forces de la coalition. Les soldats français qui s'étaient enfuis furent poursuivis jusqu'à ce qu'un arrêt soit ordonné et la calèche de Napoléon fut capturée. Mais Napoléon lui-même était introuvable. Il retourna à Paris, déterminé à rassembler une armée de conscrits pour retenir ses ennemis jusqu'à ce que le maréchal Grouchy arrive de Belgique. Mais le soutien à Napoléon et à sa cause avait diminué, tant parmi le public que parmi ses plus proches confidents. Il abdiqua le trône le 22 juin, laissant son fils prendre la relève. Napoléon aurait envisagé de fuir aux États-Unis, mais il se rendit le 15 juillet 1815
lorsqu'il découvrit que des navires britanniques bloquaient le port. Napoléon fut transféré sur l'île de Sainte-Hélène, gardée par une garnison de plus de 2000 soldats et une flotte de 10 navires qui patrouillaient constamment afin d'empêcher toute évasion. Il séjourna d'abord au Briard, avant d'être transféré à Longwood House, dont les bâtiments étaient décrits comme humides et infestés de rats. Il se plaignait de ses conditions de vie dans des lettres adressées au gouverneur de l'île, tout comme ses accompagnateurs. Mais malgré son statut de prisonnier, il recevait encore des visiteurs, dictait ses mémoires, étudiait l'anglais et organisait même des dîners. Erika Moonwitz et James L. Swanson, écrivant pour le magazine Smithsonian, ont déclaré que de telles soirées, où les hommes étaient vêtus d'uniformes militaires et les femmes de robes de soirée et de bijoux, étaient une négation explicite des circonstances de sa captivité. Il n'était pas reconnu comme ancien empereur par le gouverneur de l'île, Hudson Law, et Law a également réduit ses dépenses. Au milieu de l'année 1817, la santé de Napoléon s'aggravant, les médecins ont décidé de l'examiner. On lui a diagnostiqué une hépatite chronique, le médecin désapprouvant les conditions de vie de Napoléon et notant qu'elle ne ferait qu'aggraver son état. À la fin de 1818, Napoléon a été informé qu'il resterait prisonnier à Sainte-Hélène pour le reste de sa vie. Cela l'aurait conduit à devenir plus déprimé et isolé, ce qui a, à son tour, aggravé son état. En mars 1821, il était alité. Peu de temps après, il rédigea 2 testaments et en mai, il reçut les derniers sacrements, bien que sa maladie l'ait empêché de communier. 2 jours plus tard, le 5 mai, il était décédé. Les rapports anciens comme modernes ont tous conclu qu'il était mort d'une hémorragie interne due à un cancer de l'estomac, la même maladie qui avait emporté son père. Il y a eu des spéculations dans les années qui ont suivi sa mort, selon lesquelles il aurait été empoisonné en raison d'une forte concentration d'arsenic découverte dans ses cheveux. Cependant, il a été observé que de nombreux produits capillaires et même des médicaments de l'époque contenaient de l'arsenic. Pas plus tard qu'en 2021, il a été confirmé que Napoléon est mort d'un cancer de l'estomac après que des pathologistes gastro-intestinaux ont examiné le cas. Napoléon a été enterré avec les honneurs militaires dans la vallée des Géraniums à Sainte-Hélène. En 1840, ses restes ont été rapatriés en France et des funérailles nationales ont eu lieu à Paris en décembre de cette année-là. La bataille de Waterloo a été longue, acharnée et sanglante. 17 000 pertes ont été subies par les Anglo-alliés, 7 000 par les Prussiens et jusqu'à 26 000 par les Français, ce qui comprenait environ 7 000 soldats qui ont été capturés. En plus de cela, environ 15 000 soldats français ont abandonné le combat à l'approche de la fin. Le major W.E. Fry de l'armée britannique se souvient, je cite, « 22 juin. Ce matin, je suis allé visiter le champ de bataille, qui se trouve un peu au-delà du village de Waterloo, sur le plateau de Mont-Saint-Jean. Mais en arrivant là-bas, le spectacle était trop horrible à voir. J'ai eu mal au cœur et j'ai été obligé de repartir. La multitude de cadavres, les tas de blessés aux membres mutilés, incapables de bouger et mourant faute d'avoir leurs blessures soignées. Ou de faim. Comme les Alliés étaient bien sûr obligés d'emmener avec eux leurs chirurgiens et leurs chariots, cela formait un spectacle que je n'oublierai jamais. Les blessés, tant chez les Alliés que chez les Français, restent dans un état tout aussi déplorable. » Fin de citation. Le lendemain de la bataille de Waterloo, la bataille de Wavre entre les Français et les Prussiens prit fin, lorsque le maréchal Grouchy vainquit le général Thielmann, coûtant aux Français 33 000 soldats supplémentaires. Les historiens ont observé que Napoléon était à la fois épuisé et en mauvaise santé au moment des batailles en Belgique, ce qui a pu le conduire à mettre en œuvre de mauvaises stratégies et à agir de manière indécise. De plus, il a également été blâmé pour avoir nommé des chefs incompétents qui ne communiquaient pas ou ne se coordonnaient pas correctement, ce qui a conduit de nombreuses unités françaises à agir de manière indépendante plutôt qu'en tant qu'ensemble cohérent. Bien que les forces de la coalition aient été victorieuses et que la chute de Napoléon à Waterloo ait conduit à la fin des guerres napoléoniennes, Wellesley a rapidement souligné le prix de leur victoire. Je cite : « Mon cœur est brisé par la terrible perte que j'ai subie parmi mes vieux amis, compagnons et mes pauvres soldats. Croyez-moi, rien si ce n'est une bataille perdue ne peut être aussi triste qu'une bataille gagnée. »